Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons parler d'un film de série B américain sorti en 1945 du studio RKO, c'est important de le préciser, The Body Snatcher en version originale. Rien à voir avec les Body Snatchers extraterrestres, ici on est quand même dans un contexte plus terre à terre. En version française, ça donne Le Récupérateur de cadavres, réalisé par Robert Wise. Alors c'est pas sa première derrière la caméra, mais il a été ici initié peu de temps avant, notamment d'ailleurs par le producteur de ce film, un certain Val Lewton, très important dans cette histoire du cinéma un peu underground, à tendance horrifique américain de l'époque. C'est celui par exemple qui avait donc chapeauté La Féline de Jacques Tourneur et Vaudou derrière. Donc ici c'est un petit peu dans cette mouvance, avec quelques inspirations ici et là. Il s'agit d'une adaptation d'une nouvelle, pas forcément très connue, mais importante, de l'Écossais Robert Louis Stevenson. Vous savez, celui qui a fait notamment Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ça tombe bien, on est un petit peu thématiquement dans cette ambiance-là aussi ici. Et au casting, nous avons dans les rôles principaux Boris Karloff, et oui, qui n'est plus le monstre de Frankenstein là, mais si j'en parle de ce film, c'est parce que récemment j'ai fait les deux premiers Universal. Et je transitionne ici avant de continuer ma rétrospective cinéma sur cette histoire forte, parce que l'un des scénaristes là a participé au scénario de The Bride of Frankenstein, on va quand même le citer, Philip MacDonald. L'autre scénariste étant un certain Carlos Keefe, qui n'est nul autre que Val Newton sur un pseudonyme. Bref, Boris Karloff est là, c'est l'un des rôles principaux, oui. Par contre, Bela Lugosi, qui aussi est présent à l'écran, est beaucoup moins donc mis en avant. Alors, son rôle a été réduit parce qu'il était malade sur le tournage, mais l'idée était de les mettre en confrontation sur une scène en particulier, qui est un peu le tournant, j'ai envie de dire. Mais c'est la 8e fois qu'ils travaillaient ensemble à l'époque. Hein. C'est pas que des rivaux, en fait, ils s'entendaient plutôt bien dans la vraie vie. Mais en termes de rôle véritablement principal, il y a surtout Henry Daniel et Russell Wade qui jouent Toddy McFarlane, le docteur, et son étudiant assistant Donald Fatis, qui vont être un petit peu dans une sorte de dilemme, quasi-opposition ou non, comme d'ailleurs le personnage McFarlane va l'être avec le mystérieux John Gray, joué par Boris Karloff. J'y reviens dans le synopsis derrière. En rôle féminin principal, nous avons Rita Corday, qui a quand même eu sa belle petite carrière à l'époque. Donc nous sommes ici en présence, je l'ai plutôt précisé, d'une sorte de thriller horrifique. Film d'horreur si on veut, on va rajouter ceci quand même, c'est psychologiquement quand même dans l'atmosphère, dans cette idée-là. Quasi gothique aussi, puisque ça se passe quasiment que de nuit. Et en Écosse, à Edinburgh, on va le dire à la version locale. Et c'est adapté certes donc de cette nouvelle de Stevenson, mais aussi de faits réels qui se sont produits vers la fin des années 1820. Et d'ailleurs, ces faits réels sont évoqués dans le film. C'est pratiquement plus une réadaptation de cette histoire criminelle de voleurs de cadavres que plus la récupération du roman, de la nouvelle. Quoique quand même, sur la fin, on y revient. Et pas que. Il y a quand même forcément ces personnages dont on reprend les noms. Et donc l'histoire sur papier est assez simple. Il y a quand même ce rajout dans la version cinéma, cette petite fille au début, qui débarque avec sa maman, et elle est paralysée depuis un accident 3 ans auparavant, et elle est ramenée chez un docteur qui va peut-être essayer de la soigner, de l'aider, voire peut-être de créer le miracle, la refaire marcher et la guérir de sa paralysie. On est donc cette idée que la science à l'époque pouvait trouver quand même des stratagèmes, découvertes, pour régler des problèmes apparemment définitifs. Et c'est en cela d'ailleurs que le personnage du docteur McFarlane, qui va s'occuper de cela, se rapproche du personnage du docteur Frankenstein, dans cette idée un petit peu, et aussi Dr. Jekyll. Bon, voilà. Mais derrière, donc, McFarlane, il va quand même vouloir tout faire, peut-être, convaincre son jeune étudiant de devenir son assistant, et surtout, pour les progrès scientifiques, utiliser des cadavres. Bah, une fois qu'ils sont morts, à la rigueur, ils peuvent servir à la médecine, sauf que ça pose quelques problèmes quand même moraux. Bon. Et il va être ainsi en relation avec un certain John Gray, qui est donc le récupérateur de cadavres, un personnage très sombre, obscur,
qui est un petit peu son Mr. Hyde, même si c'est deux personnes différentes du coup, et qui est prêt à tout, voire plus si affinité. Hein, les cadavres, certes, il les déterre, mais parfois il transforme le vivant en cadavre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et c'est cette idée donc de l'histoire de base, là, avec des immigrés irlandais qui tuaient pour un docteur afin qu'il puisse faire des expériences sur des cadavres. Bon, docteur qui est réellement énoncé là avec ces deux tueurs irlandais. Ça fait partie du lore du film, quoi. C'est comme si c'était une poursuite de, on va dire, leur folie, quoi. Et derrière, bah, évidemment, il va y avoir beaucoup de relations tendues entre les personnages, des moments sombres, il va souvent, donc, certes faire nuit, mais aussi pas très beau, jusqu'à ce final très chaotique et extraordinaire. Et quelques moments aussi où on voit que Robert Wise, même s'il n'a pas grand-chose, on va dire, au niveau de la création à gérer, il se mue d'abord en très bon faiseur, lui qui venait du montage à la base. Ce sont aussi, même si c'est pas lui qui fait le montage, je pense, du film, mais il gère cela dans le rythme et la narration. Et Robert Wise, après, il deviendra l'un de ses grands réalisateurs. On voit qu'il a commencé ainsi donc à savoir faire les choses et qui sera toujours cet artisan savoir-faire en sachant tout faire justement dans divers styles. J'ai déjà parlé de pas mal de films de Robert Wise. Il reviendra un peu dans le style horrifique, hein, La Maison du Diable. C'est ça, hein, le titre. Hein. J'ai peur de me tromper, parce que je mélange parfois les films un peu de ce genre-là dans les titres. Mais un film dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, il y avait un film de boxe aussi qui était assez extraordinaire. Et plus si affinité, Robert Wise, hein, il a vraiment touché à tout dans sa carrière artistique, niveau style et genre cinématographique. Donc c'est forcément pas sa meilleure réalisation en tant que telle, mais alors sur certaines scènes, on voit qu'il avait la vision. Et nous sommes en présence ici d'un film assez compact, qui joue sur les ambiances, de A à Z, sur les ambiances donc cinématographiques en termes de visuel, oui, mais pas que, il y a des sons aussi qui sont très importants, notamment sur la chanteuse de rue, qui est jouée par Denali. Il y a ce petit morceau folklorique local là qui revient, qui résonne, qui va avoir une importance diégétique sur le hors-champ à un moment, qui est très marquante et qui reviendra en écho derrière, parce qu'il y a des échos qui hantent un peu les personnages, que ce soit donc sur le plan chanté, mais aussi sur des voix. Et sur le final, là-dessus, on a aussi cette résonance-là qu'on avait avec le son de la chanteuse plus tôt. Ça, c'est bien joué, c'est assez, on va dire, pas avant-gardiste, mais original pour l'époque. On met cela en avant. Et après, bah, on voit aussi les influences précédentes. Je parlais de La Féline, hein, Cat People, qui est un grand film de Jacques Tourneur, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne aussi il y a plusieurs années maintenant. Il y a cette scène justement de hors-champ, avec la chanteuse de rue qui, d'un seul coup, ne chantera plus. On comprend ce qui se passe, mais c'est dans le hors-champ, qui renvoie donc sur l'horreur hors-champ et la tension hors-champ, qu'on a pu avoir beaucoup dans La Féline, qui jouait là-dessus. C'est un des films, on va dire, fondateurs de ce on ne montre pas, pour encore plus faire suggérer aux spectateurs ce qui se passe. Ce genre de film qui a probablement inspiré un petit peu hein, des réalisateurs comme Spielberg, autrement, bien sûr. Et donc c'est passionnant ça. On voit que Val Newton, il est dans cette logique. Alors j'ai pas vu beaucoup d'autres films, je crois, entre Cat People et celui-ci qu'il a produit. Il faudrait que je vérifie sur la liste, parce qu'il a dû en faire un bon paquet. Mais voilà, à l'époque, la RKO tenait avec ce monsieur la réponse au Universal et post-Universal Monsters, après les suites et tout. Hein. C'était intéressant à voir sur ce point. Donc le film se tient avec des bonnes performances d'acteurs, évidemment, Boris Karloff, extraordinaire, qui a accepté ce rôle pour sortir un petit peu du carcan monstre dans lequel on l'avait enfermé. Mais bon, il joue une autre forme de monstre, hein, quand même, humain, mais monstre quand même. Qui est le monstre? Bonne question. Les moments de doute donc du personnage McFarlane sont plutôt bien joués aussi par Henry Daniel, et le jeune un peu naïf mais qui quand même évolue là-dessus. Lui, il va avoir son parcours, il va se poser la question, d'ailleurs il hésite à continuer dans la médecine. Ça parle de religion, l'opposition religion-science vite fait un moment, mais il va donc comprendre les méandres de cette branche de métier, et comprendre et accepter ou apprendre aussi surtout ce qu'il est possible de faire ou non, quelles sont les limites de la morale. Et donc là-dessus, Russell Wade est bien un peu, on va dire, timoré dans son jeu, mais c'est ce que son personnage doit exprimer pour lui, donc dans son jeu d'acteur.
Et puis il y a tout ce truc, là aussi on parlait de la religion scientifique, le miracle, hein, l'idée de Lazare peut-être, aussi dans cette petite fille, Georgina Marsh, qui est jouée par la petite Shereen Moffat, qui donc va peut-être être guérie ou non, et au même moment où l'opération est finalisée, hein, c'est pas un spoil, mais on va se demander sur quel point elle peut ou pas être remise sur pied, façon de parler directement ici, et qu'on se rend compte que ce n'est pas qu'une question de science et de médecine, mais aussi de volonté. Et il y a tout un lien avec le cheval blanc qui apparaît au début, qui est un petit peu la contrepartie absolue du méchant John Grey qui est là aussi à ce moment-là. Et ce cheval blanc-là fera aussi la volonté de la petite fille. Bon, écho vers la fin, mais je reste vague sur le point. Mais évidemment, le plus important, c'est justement cette opposition McFarlane-Grey. McFarlane qui est soumis à Grey, parce qu'il doit y avoir aussi ces idées de chantage, etc. McFarlane, une fois qu'il a mis le pied dedans, bah, il ne peut plus trop reculer, sinon Grey le fait tomber avec. Et à un moment, bah, savoir jusqu'où on peut pousser le délire, et à quel point il va être temps de se sortir de cette mauvaise influence, mais peut-être que c'est trop tard, et la hantise sera finale et ultime, d'où cette fin remarquable, qui est très proche de celle du roman, et qui, j'ai envie de dire, du roman, décidément, j'ai envie de dire que c'est un roman, d'une nouvelle, qui est très vite lue, mais qui presque sublime quelque chose grâce aux images, grâce à cette séquence finale très chaotique, apocalyptique même, qui nous fait encore plus avoir une ouverture sur ce qu'on pouvait ou non comprendre de la fin de la nouvelle. Je reste vague là-dessus, mais comme j'ai lu la nouvelle un peu avant, j'aime bien en ce moment, dès que je peux, lire ou écouter en livre audio les matériaux littéraires avant de voir des adaptations cinématographiques. Et en fait, là, c'est très intéressant justement de lier les deux. Donc Robert Wise, je pense, sur ce plan-là, esthétique, artistique, à la fin, a maîtrisé le truc, comme il a maîtrisé la scène de cette chanteuse qui, hors champ, va... Voilà. Et puis bon, bah, ça remet aussi en avant certaines choses, par exemple le Burking, du nom d'un des deux immigrés irlandais qui tuaient, là, Burke et l'autre c'est Hare, je crois. Le Burking, c'est de rentrer dans la culture populaire, c'est l'idée de se débarrasser de quelqu'un de façon très discrète, souvent en l'étouffant. Et à un moment, justement, il y a une explicitation là-dessus. Hein. Même, on va dire, on a le mode opératoire en direct. Hein. Et c'est presque dommage, en fait, l'un des rares problèmes du film, c'est qu'on le sent. Hein, que le personnage de Bela Lugosi soit mis de côté. Alors que tu sens qu'il y a un build-up pour qu'il soit plus là. Mais oui, visiblement, il ne se sentait pas bien sur le tournage. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Il était malade, mais on savait qu'il avait quelques addictions. Et peut-être que c'était un peu dû à ça. Je vous renvoie au film Ed Wood, où on parle un peu de cela, indirectement, mais directement, du coup... Bon. Mais en tout cas, c'est à voir et peut-être à revoir si vous le connaissez, ce Body Snatcher, le récupérateur de cadavres. Peu de gens en parlent, mais ça fait partie de ces intéressantes productions de l'époque, RKO, Val Newton. Mais évidemment, je vous conseille, si vous tombez là-dessus et que vous ne l'avez pas encore vu, La Féline, Cat People de Jack Turner, qui est quand même quelque chose d'assez central. Et c'est quasi fausse suite ou dérivé derrière. Je crois qu'il y a d'ailleurs... Une d'entre elles a vu les débuts à l'écran en tant que cinéaste-réalisateur de Robert Wise peu avant. Hein. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'est son 3e long. Hein. Elle avait fait 2 juste l'année d'avant. Bon, à vérifier, j'ai pas la page Wikipédia sous les yeux, mais en tout cas, Robert Wise, ici, lance véritablement sa carrière. Donc c'est un film important pour plein de raisons, finalement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Body Snatcher, récupérateur de cadavres. Désolé pour l'obscurité, là je pensais qu'il y aurait plus de lumière. Bon, normalement à l'écran ça se verra pas trop. C'est un peu gothique, quoi, c'est vraiment dans l'ambiance, ici, de ce long métrage, sur lequel j'attends votre avis et vos anecdotes et vos ressentis, vos analyses aussi, ci-dessous. Je vous dis à la prochaine, ciao!